Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors, durant le confinement, je vous avais promis beaucoup de vidéos, mais en fait, depuis quelques jours, j'ai pas filmé parce que vraiment, il y a des travaux dans mon bâtiment et à chaque fois que je réécoutais mes vidéos, j'entendais le bruit des travaux. Même là, vous allez encore entendre du bruit, alors excusez-moi. Mais si j'attends trop tard dans la journée pour filmer, après j'ai une beaucoup trop mauvaise lumière et c'est pas joli en image. Donc je le fais quand même maintenant, malgré que j'entends les travaux. Vous m'excuserez pour les bruits qui polluent un peu cette vidéo. Franchement, je l'ai déjà refait 3 fois. À chaque fois, il y avait du bruit. Et donc celle-là, je vais la poster quand même, même si on entend un peu les travaux. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler des Vandas. Alors, les Vandas, c'est une des orchidées que je préfère. Si vous voulez savoir quel est mon genre préféré, c'est vraiment les Vandas. J'en ai depuis le début de ma collection et je trouve que c'est une très magnifique orchidée. Ce que j'adore chez les Vandas, c'est de pouvoir les cultiver racines nues. Je trouve que ça fait un peu liane, que ça fait un peu jungle, ces longues racines des Vandas quand on la cultive racine nue. Et surtout, j'adore les fleurs des Vandas. Aujourd'hui, grâce à une démarque qui s'appelle Ansou Vanda, qui est très populaire absolument partout, que ce soit chez les pépiniéristes spécialisés, que ce soit en supermarché, beaucoup des Vandas que vous voyez devant vous, je les ai achetés à Carrefour ou que ce soit en jardinerie. On peut trouver très souvent la marque Ansou Vanda. Avant, ça s'appelait Anko Vanda, donc c'est très populaire chez les personnes qui possèdent des Vandas. Généralement, c'est des Ansou-Vandas qu'ils ont dans leur collection, bien qu'on peut trouver des vendeurs sur internet qui vendent des Vandas qui ne sont pas des clones néerlandais comme les en dessous. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Parmi les botaniques, il y en a qui sont parfumées, d'autres qui ont des plus petites fleurs, d'autres qui ont des plus larges fleurs. En tout cas, le plus populaire chez Ansou Vanda, qu'ils ont vraiment démocratisé et qu'on retrouve vraiment partout, ça va être le Blue Magic. C'est un Vanda bleu qui est magnifique. Et ensuite, vous allez trouver plein d'autres choses, surtout des Vandas avec des fleurs qui ont un motif un peu en mosaïque, un petit carré comme ça. Ça, c'est ce qui fait toute l'originalité du Vanda. Et maintenant, comme ils ont beaucoup agrandi leur catalogue chez Ansou, vous allez trouver des choses à fleurs unies, à pointillés, bicolores, voilà, unies aussi, voilà, et toutes les tailles de fleurs. Il y en a qui sont légèrement volantées, les pétales, etc. Il y a vraiment des choses très intéressantes dans le catalogue de Ansou Vanda. Je vous mets le lien en description, comme ça vous allez pouvoir aller faire un tour parce que je pourrais vraiment pas vous montrer toutes les fleurs que Ansou Vanda propose, sans compter aussi toutes les Vandas qui sont pas de leur marque, mais qu'on peut trouver chez les pépiniéristes, etc., qui sont pas des clones néerlandais, etc. Vous avez aussi des choses qui sont croisées avec des néo-phénicias, des choses comme ça. Franchement, les Vandas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir à ce niveau-là. Moi, j'ai que des Ansou Vanda. La plupart viennent de chez Carrefour. Souvent, Carrefour vend des Vandas. Par contre, elles coûtent vraiment pas cher, mais c'est pas des grandes Vandas, c'est des petites Vandas qu'il va falloir faire pousser. Mais sinon, moi je trouve que ça vaut parfaitement le coup par rapport au prix, à la quantité de la plante, étant donné qu'une Vanda c'est quand même une plante assez résistante si vous lui donnez les bonnes conditions de culture. Alors pourquoi pas prendre des jeunes Vandas, ça c'est pas un problème. Souvent vous les vend soit avec un cintre, soit avec un vase, donc on va voir tout ça dans la vidéo. Donc, on y va tout de suite pour les conditions de culture et mes petites astuces, comme d'habitude, les petits plus que j'aime bien vous donner. Voilà. Donc, déjà au niveau de la chaleur, il faut savoir que le Vanda, c'est une plante qui s'adapte très bien aux intérieurs
qu'on a. Donc, c'est-à-dire que à partir du moment que c'est vendu en supermarché, jardinerie, des choses comme ça, sachez que c'est souvent fait pour quand même les appartements, pour les intérieurs normaux. Donc, il se plaît bien des 21 degrés jusqu'à 25 degrés. C'est des températures qui lui vont très bien. Mais il faut aussi savoir qu'elle supporte très bien la chaleur, les canicules, puisque c'est une plante qui se plaît d'ailleurs plutôt mieux dans la chaleur que la fraîcheur, parce que c'est vraiment une plante de chaleur. Mais le froid ne lui fait rien non plus, même si les températures baissent un peu en hiver, ça va juste ralentir un peu sa végétation, parce que l'hiver n'est pas sa saison de prédilection, et vous verrez d'ailleurs pourquoi au fil de la vidéo. Mais sinon, ça ne l'abîme pas, ça ne lui fait rien que les températures baissent un peu en hiver. Voilà. Ensuite, niveau lumière. Alors, le Vanda est une orchidée qui est très exigeante en termes de lumière. Il lui faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. C'est une orchidée qu'il faut absolument mettre juste derrière la fenêtre dans tous les cas. On vous la vend souvent avec un cintre dans l'idée que vous allez la suspendre à votre tringle à rideau pour qu'elle soit vraiment derrière la vitre. C'est pas à suspendre ailleurs, mais même si ça fait déco et beau, suspendez-la mais au plus près possible de la fenêtre. Ensuite, même juste derrière la fenêtre, ça va être très compliqué dans les mauvaises expositions comme nord ou ouest. Elle va avoir besoin d'une vraie bonne exposition bien lumineuse, c'est-à-dire du sud, voire de l'ouest. Et voilà. Et si vous avez une vraiment mauvaise exposition comme moi je suis exposée nord-ouest dans ma chambre. La chambre est exposée nord-ouest. J'ai été donc obligée de compléter l'éclairage avec 4 ampoules comme vous pouvez le voir dans la vidéo là. Il y a 4 ampoules. Normalement, une étagère large de 90 cm comme la mienne, elle fait 90 cm cette étagère de large. Normalement, avec des ampoules comme ça, on met que 3 ampoules. Mais moi, j'en ai vraiment mis 4 parce que les Vandas sont des plantes qui ont besoin d'une très forte lumière. Donc, même quand vous devez ajouter des éclairages, ne vous dites pas que c'est juste un petit éclairage d'appoint. Non, le Vanda, il faut vraiment blinder le coin avec beaucoup de lumière si vous les cultivez sous lampe horticole. Voilà. Au niveau maintenant de l'humidité aussi, le Vanda a besoin d'énormément d'humidité, surtout si vous les cultivez racines nues comme moi. Si vous les suspendez racines nues, c'est très bien, mais à condition d'avoir une très forte humidité. Et là, on parle de l'ordre des 70 à 80% d'humidité à pouvoir fournir à la plante. Moi, j'ai mis un humidificateur d'air. Je suppose que vous arrivez à voir à peu près ici un peu le brouillard qui démarre ici, parce qu'en fait juste à côté là vous pouvez voir mon humidificateur d'air. Donc moi au niveau de l'humidité, à part un humidificateur d'air pour les Vandas, je connais rien de mieux. Les histoires de plateaux d'argile, ça marche pas du tout. Les plateaux de billes d'argile, c'est à condition d'avoir mis un cordon chauffant. Et même le plateau doit largement dépasser la circonférence de la plante pour que ça puisse marcher. Et encore une fois, je le répète, à condition d'avoir mis un cordon chauffant au fond du plateau de billes d'argile, parce que sans cordon chauffant qui va faire s'évaporer l'eau que vous avez mis au fond du plateau, et ben ça va pas du tout augmenter l'humidité. Juste un plateau de billes d'argile avec de l'eau froide au fond, l'humidité n'augmente pas. Même quand je dépose mon capteur d'humidité sur le plateau de billes d'argile, ça ne change rien. Il y a des gens qui disent que c'est 5 cm en haut du plateau que l'humidité est bonne, mais en fait, vos plantes ne font pas 5 cm de haut. Surtout un Vanda, vous avez vu, si vous prenez en compte la grandeur de la plante plus la longueur des racines, on n'est pas à 5 cm du tout, on est à plus d'1 mètre parfois. Donc l'idée de, par exemple, moi j'ai un plateau en bas de mon truc là, il n'y a pas de billes d'argile dedans ni d'eau, parce que ça ne suffira jamais
à suffisamment augmenter l'humidité de l'air autour de mes vandas. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment un bon humidificateur d'air à côté et qui soit vraiment dirigé vers au moins les racines des vandas. Voilà. Ensuite, au niveau des arrosages, si vous les cultivez, on va voir les deux types d'arrosage qui existent. D'abord, on va parler de quand on cultive racines nues comme moi. Donc, soit quand vous cultivez racines nues, c'est pas pareil qu'en vase. Si vous cultivez racines nues, il va falloir arroser tous les jours. Tous les jours, j'ai vu plein de fiches de culture qui ne parlent que de 3 fois par semaine, les pulvérisations et un bain, ou bien 3 bains par semaine, etc. Non, 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 non. Le vanda cultivé racines nues, c'est tous les jours. C'est-à-dire que normalement, on est censé arroser dès qu'on voit que les racines sont blanches. Quand elles sont vertes, ça veut dire qu'elles sont bien hydratées. Quand elles sont blanches, ça veut dire qu'elles ont soif. Sauf que quand vous cultivez racines nues, tous les jours, vos vandas au matin, vous verrez que les racines sont redevenues blanches. Donc, ça veut vraiment dire qu'il faut arroser tous les jours. Alors moi, j'utilise 2 méthodes. Avant, j'ai une poubelle de 50 litres dans ma salle de bain, un grand bac, il vous faut un grand bac. Et en fait, comme les poubelles sont un petit peu plus hautes que larges, ça convient mieux aux racines des orchidées. Donc, chaque semaine, je remplis mon bac d'eau. Et toute la semaine, tous les matins, je venais avant tremper mes vandas dans l'eau. 10 minutes. Il faut 10 bonnes minutes quand même pour que ça puisse bien s'imprégner d'eau. Et ensuite, je les remettais à leur place sur cette tringle. Mais le problème quand je faisais ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je déplaçais les vandas pour aller les ramener dans la salle de bain et les mettre dans l'eau, à chaque fois, comme vous voyez, les vandas sont l'une près de l'autre, et ben les racines s'entremêlent un peu. Et quand je veux enlever un vanda, forcément, je casse un petit peu une racine, même en essayant de faire délicatement. Donc, j'ai arrêté de vouloir déplacer mes vandas tous les jours. Maintenant, je les arrose par pulvérisation. Alors, mais je vous conseille tout de même de faire plutôt bain tous les jours parce que le bain, la racine qui est trempée dans l'eau, elle absorbe quand même mieux l'eau que par pulvérisation. Voilà. Donc, si vous avez qu'une seule vanda et que la manipuler ne casse pas de racines parce que les unes ne sont pas imbriquées dans les autres comme moi, eh ben, faites plutôt un bain. Mais si vous êtes comme moi, avoir trop de vandas déplacés et que ça a trop de manipulation un peu délicate, là, ça casse des racines, vaut mieux ne plus les bouger et les pulvériser. Donc, moi, j'ai mis un plateau en bas qui récupère l'eau quand je pulvérise avec mon pulvérisateur. Et il faut savoir que quand vous pulvérisez aussi, il faut vraiment pulvériser pendant 10 minutes. Il ne faut pas s'arrêter de pulvériser. Donc, je vais incruster une vidéo pour vous montrer voilà qu'est-ce que ça fait. Donc, avant de pulvériser, la racine, elle est blanche. Là, je vous filme une racine, elle est bien blanche. Et ensuite, je commence à mouiller. Et vous voyez, dès qu'on mouille, la racine, elle capte tout de suite l'humidité et elle devient verte. C'est-à-dire que lors des arrosages, sur certaines racines d'orchidées, on a une activité photosynthétique et qui dit que la racine réagit bien à la présence de l'eau. Et en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ouvrir ses stomates. Et ces stomates, c'est des petits points blancs que vous pouvez voir là en caméra. C'est-à-dire que ça, c'est les pores en fait des racines qui s'ouvrent pour accueillir l'eau. Dès qu'elle détecte l'eau, elle s'ouvre et elle s'attend à recevoir de l'eau pendant au moins 10 bonnes minutes. Mais quand les stomates elles s'ouvrent, elles exposent l'humidité qu'il y avait déjà à l'intérieur de la racine. Et si à ce moment-là, on ne continue pas d'arroser, eh ben, le stomate va quand même rester ouvert en attendant une eau qui ne va pas venir et se déshydrater. Donc, il ne faut pas que les pulvérisations se transforment en quelque chose qui va déshydrater quand même la plante. Quand on commence à arroser, il faut
terminer. C'est-à-dire que jusqu'à pendant 10 minutes, on va bien apporter de l'eau à cette racine qui a ouvert ses stomates pour qu'elle ait bien capté de l'eau. C'est comme ça qu'il faut bien hydrater vos vandas. Ensuite, autre méthode, pour les personnes qui n'ont pas d'humidificateur d'air, qui ont une très mauvaise humidité et qui ne veulent pas investir dans un système pour augmenter l'humidité chez eux, parce que peut-être que ce ne serait pas bon pour le revêtement, on ne sait pas, et qui veulent quand même cultiver des vandas, il y a aussi la méthode du vase. Alors là, vous allez cultiver vos vandas non pas suspendus, mais dans un vase. Vous allez laisser toutes les racines, tout le système racinaire dans un vase que vous allez remplir pour l'arrosage 3 fois par semaine. Donc, vous allez complètement remplir le vase d'eau pour immerger tout le système racinaire pendant 10 à 20 minutes. Et ensuite, vous allez complètement revider le vase et remettre le vanda à sa place. Mais il faut très bien vider le vase parce que les vandas, elles sont souvent cultivées racines aériennes parce que c'est des plantes dont les racines ont vraiment besoin d'air et d'humidité, mais beaucoup besoin de circulation d'air. La moindre petite flaque d'eau stagnante au fond du vase va faire pourrir directement les racines de votre orchidée. Et donc, dans ce cas, videz bien le vase entre chaque arrosage. Et il faut savoir que comme les racines sont bien imprégnées d'eau, du coup, elle va retransmettre l'humidité à la plante et le vase va servir d'une sorte de serre qui va garder l'humidité autour des plantes. Donc, si vous ne pouvez pas augmenter l'humidité de votre maison et que vous ne le souhaitez pas, en tout cas, il y a aussi la solution du vase. Maintenant, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'orchidophiles qui cultivent aussi leurs orchidées en pot, par exemple, de terre cuite et qui mettent un substrat ultra drainant du style Horchata Super. Oui, ça existe, ce calibre-là. C'est un très gros calibre de Horchata. Je vais vous mettre une photo. Ça va vraiment pour les orchidées de type Vanda ou gros Cattleya, hein. C'est vraiment de l'écorce de pin de gros calibre. Donc, il fait bien circuler l'air et de plus, la terre cuite retient un peu l'humidité et assez frais. Et le Vanda aime ça. Mais bon, j'ai vu des youtubeuses très connues comme Dani de la chaîne Miss Orchid Girl qui cultivent des Vandas dans un pot, donc, et je trouve franchement que elle a eu des problèmes de racines pourries. C'est pour ça que moi, je me suis jamais lancée là-dedans et que moi, je vous donne pas non plus de conseils sur quelque chose que j'ai pas personnellement testé. Ça, et des fois, il y a des personnes qui me posent des questions sur des choses que j'ai pas personnellement expérimentées et je n'ose pas m'avancer dessus parce que je l'ai pas personnellement testé. Il faut savoir que sur Internet, il y a beaucoup de on-dit, des choses qui deviennent un peu populaires comme ça là et qu'on ne sait pas d'où ça sort vraiment, que les gens n'ont pas vraiment expérimenté, mais comme ils ont entendu les on-dit dire que ça marcherait alors qu'ils n'ont pas vraiment testé. Voilà. Moi, j'aime bien écouter les autres chaînes d'orchidophiles et j'adore les forums sur Internet. Mais c'est des personnes quand même qui font des vrais retours d'expérience que je vais écouter et pas juste des on-dit. Donc c'est pour ça que comme moi, je n'ai pas testé, je n'ai pas expérimenté le Vanda en pot, je ne m'avance pas dessus, je ne parle que ce que j'ai testé. J'ai déjà cultivé en vase, j'ai déjà cultivé racine nue et voici comment j'ai fait. Voilà. Au niveau de la fertilisation pour les Vandas, sur la chaîne de Lotus en Lorraine, c'est une chaîne que je vous conseille vraiment parce que, par exemple, elle, ça fait partie des gens qui font des expériences, qui expérimentent quelque chose pendant une certaine durée pour voir si ça marche ou pas avant de conseiller ça aux gens et qui présentent des vrais résultats quand même. Et ben, Lotus en Lorraine, elle avait conseillé de plutôt fertiliser peu, très peu, mais à chaque arrosage. Et c'est ce que moi je fais aussi. Après chaque arrosage, je fertilise mes Vandas, mais avec un engrais beaucoup, très
diluée. C'est-à-dire que si sur l'emballage, il y a une dose, cette dose, vous la divisez par 4. Vous divisez par 4 les doses recommandées par le fabricant de votre fertilisant. Et donc, par contre, vous fertilisez après chaque arrosage. Et c'est vrai que comme ça, mes Vandas aiment beaucoup plus être fertilisés un petit peu, mais souvent que plutôt que beaucoup, rarement en fait. Voilà. Les Vandas poussent tout au long de l'année, à partir du moment qu'il fait quand même assez un peu chaud quand même. La chaleur, ça joue un petit peu beaucoup sur leur développement. Mais si, par exemple, elles sont de bonne température en hiver, eh ben, elles vont continuer à pousser et elles n'ont pas vraiment de choses qui vont stopper ou ralentir leur végétation. Et donc, du coup, ça fait que tout au long de l'année, elles vont avoir besoin d'être fertilisées. En plus, si vous leur apportez beaucoup de lumière, comme j'ai dit, elles vont aussi beaucoup fleurir. Donc, du coup, vous allez avoir besoin de les fertiliser tout au long de l'année sans vous arrêter à aucun moment. Par contre, bon, dès que vous voyez des amphloras qui commencent à fleurir, comme je le dis à chaque vidéo, c'est le moment de commencer l'engrais floraison. Et quand il n'y a pas de floraison, je donne de l'engrais croissance. C'est aussi simple que ça avec moi au niveau du choix des engrais. Parce que comme je le dis à chaque vidéo, les marques spécialisées dans les fertilisants, spécialement pour les orchidées, ont toujours tendance à vous mettre 2 engrais. Et c'est pas pour rien en fait. Voilà. C'est pas un argument marketing qui est fait pour vous faire acheter 2 fois plus d'engrais juste pour s'amuser. Non, non. La composition de l'engrais joue beaucoup dans l'initiation florale, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo de comment faire fleurir les orchidées. Hormonalement parlant, les orchidées, il y a des facteurs en fait physionomiques de l'environnement qui jouent sur l'initiation florale ou le développement de votre orchidée. Donc ça va être en longueur de journée, en lumière, en humidité, c'est tout ça qu'il faut jouer pour développer votre système racinaire. Donc oui, je vous recommande vraiment d'acheter plutôt 2 engrais pour pouvoir voilà, mixer tout au long de l'année, tout ça. Donc voilà comment je fais pour mes Vandas. Franchement, si vous leur donnez les bonnes conditions de culture, eh ben, elles vont vraiment bien fleurir facilement, pas de problème. Les racines des Vandas ont tendance aussi à pousser plus facilement quand il y a beaucoup d'humidité ambiante. C'est-à-dire que s'il fait trop sec, elles auront tendance à être stoppées par des gaines de feuilles séchées qui empêchent les racines de pouvoir sortir de leurs gaines trop desséchées. Alors que dès qu'il y a une forte humidité, ça y est, les racines éclatent complètement et peuvent bien sortir. Donc, si vous avez un problème de racines au niveau des Vandas, sachez que ça peut venir aussi de l'humidité qui est très très important pour les Vandas. Maintenant, avant de finir cette vidéo, je vais vous donner mes petites astuces d'une fille qui cultive quand même les orchidées depuis un certain temps et qui a remarqué certaines choses quand même avec les Vandas au niveau de certaines petites particularités qui leur sont propres. Alors, au niveau des Vandas, comme je dis, c'est pas une orchidée qui est facile. Elle est tout à fait abordable pour les débutants parce que c'est une plante qui est assez robuste et qui pardonne vraiment les erreurs de débutants. D'ailleurs, même si elle est très exigeante dans certaines conditions de culture pour pouvoir refleurir, mais même si vous leur donnez pas ces conditions de culture-là, c'est une plante qui va quand même rester là bien en bonne santé. D'accord? Quelle particularité j'ai trouvé? C'est au niveau de certaines maladies. Il faut savoir que dans certaines serres, vous allez trouver en particulier dans les serres néerlandaises certains petits problèmes. Par exemple, chez les cambriards, on remarque que quand ils vous sont vendus d'emblée à la terre, souvent vous allez trouver des œufs d'escargot par exemple. Ça veut dire que dans les serres, il y a une vraie présence d'escargot, de limaces, il y a un problème, vous voyez. C'est quelque chose qu'on retrouve, ce problème, vous voyez. Et au niveau des Vandas, il est commun, quand vous achetez une Vanda, qu'elle ait peut-être une maladie fongique. Pourquoi? C'est parce que les conditions de culture qui sont idéales
pour les Vanda ont tendance aussi à favoriser les maladies fongiques. Donc, quand vous achetez une Vanda, ce serait bien d'avoir un antifongique systémique et de systématiquement lui donner un traitement antifongique du type Aliette. Alors, pendant un moment sur ma chaîne, je vous disais que l'Aliette n'était plus vendue en France, n'était plus disponible, etc. Mais en fait, l'Aliette, j'ai retrouvé un moyen de m'en procurer, tout simplement sur ebay.fr. Il y a des sites espagnols qui vendent, et même italiens aussi, qui vendent de l'Aliette. Donc, vous pouvez pas en acheter auprès d'un vendeur français, mais vous pouvez en acheter auprès des pays juste limitrophes à côté de chez nous. Du coup, il n'y a même pas de gros, ne vous inquiétez pas pour les frais de port ou quoi que ce soit. Mais quand même, c'est un produit chimique, donc faites attention, protégez-vous lorsque vous l'utilisez, ne laissez pas ça à portée des mains des enfants. Mais par contre, je vous conseille vraiment d'avoir de l'Aliette dans votre collection parce que vous allez commencer à avoir des maladies un jour ou l'autre et vous serez frustré de ne pas avoir de résultats ou de perdre des plantes à cause de maladies qui auraient pu être tout simplement traitées avec un antifongique. Donc l'Aliette, c'est celui qu'on recommande le plus sur les forums orchidophiles parce que c'est un antifongique à large spectre. Quand vous êtes face à certaines maladies cryptogrammiques, vous ne savez pas exactement quel champignon auquel vous avez à faire face. Donc, du coup, c'est mieux d'utiliser un antifongique à large spectre pour être sûr de traiter. Les Vandas, souvent, elles ont des maladies. Donc, quand vous les achetez, traitez-les directement parce que quand elles sortent, surtout de chez Onsu Vanda et compagnie, elles ont des maladies et qui font pourrir les racines. Même si vous les cultivez racines nues, vous allez voir des taches noires sur les feuilles et ça, c'est tout à fait normal puisque elles vivent dans des milieux très humides. Et c'est l'humidité en fait et le manque d'aération et de ventilation qui fait se développer ces champignons-là. Donc au début, tout simplement éliminer le champignon dans le corps, si on peut dire, du Vanda. Et une fois qu'il est éliminé, vous faites le traitement 2 fois. C'est-à-dire qu'il faut d'abord mettre 5 grammes par litre d'eau. Dans un pulvérisateur, vous pulvérisez bien la plante entièrement, que ce soit les feuilles, que ce soit les racines, vous les pulvérisez entièrement et ensuite vous laissez sécher l'orchidée comme ça et vous recommencez ça 2 semaines après. Comme ça, c'est sûr, il n'y a plus aucun champignon cryptogrammique. Il faut savoir qu'il y a des petits champignons que vous avez l'impression que la plante n'est pas malade, mais en fait, quand elle va fleurir, vous allez voir qu'elle est atteinte de certaines taches sur les fleurs. Ça aussi, c'est un champignon cryptogrammique qui s'appelle le botrytis. Je vais l'écrire en bas parce que moi, des fois, j'arrive pas à dire certains mots. Et ça aussi, ça peut gâcher une floraison pour rien. Donc, essayez de vous procurer un peu d'Aliette. D'ailleurs, que c'est utile pour beaucoup de choses en culture des orchidées, d'avoir un petit peu d'Aliette à la maison. Et ensuite, moi, qu'est-ce que j'ai expérimenté? Les insectes, comme pour toutes les orchidées du style cochenille, farineuse et trips, en tout cas, moi, c'est les 2 insectes que j'ai déjà vus chez moi. J'ai jamais eu d'acarien ou d'araignée rouge ou quoi. Donc, je vais pas parler de choses que je ne connais pas, comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois. Mais par contre, cochenille et trips, j'ai déjà eu ça. D'ailleurs, là, en ce moment, j'ai une belle attaque de trips dans mes fleurs. Quel conseil je peux vous donner? Hors floraison, de bien doucher vos plantes. Ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner sur les insectes quand vous en avez dans vos plantes. C'est de doucher les plantes qui peuvent l'être. Et il se trouve que Vanda, Phalaenopsis, ça, c'est des choses qu'on peut doucher sans aucun problème. Il faut que le jet d'eau soit bien ferme et que vous douchez entièrement la plante, le haut, le bas, les aisselles, le cœur, tout de la plante et ensuite vous la mettez près d'un ventilateur pour lui permettre de bien sécher pour que de l'eau qui vous stagne au cœur de la rosette d'une plante ne fasse pas pourrir l'orchidée quand même. Mais voilà, douchez bien les plantes, c'est le premier traitement que je peux vous donner pour une orchidée qui aurait des insectes avant de parler d'un traitement quelconque. Ensuite, moi, les cochenilles, ce qui marche bien avec, c'est tout ce qui est
préparation d'insecticides à base d'huile. Parce que les cochenilles, en fait, quand on met de l'huile sur leur dos, ça les étouffe puisqu'elles respirent sur le dos. Donc, dès qu'il y a un peu d'huile sur leur dos, elles peuvent plus respirer et elles meurent très facilement juste avec de l'huile de colza qui est très efficace. Les autres insecticides systémiques, le problème, c'est qu'elles finissent par s'accoutumer. Et par contre, elles s'accoutument jamais à être étouffées par de la simple huile. Donc, franchement, le meilleur insecticide anti-cochenille, ça va être tout ce qui est à base d'huile de colza. Donc, moi, j'utilise tout simplement l'anti-cochenille de Naturaine de chez Fertiligène là, qui est à base juste d'huile de colza. En plus, c'est un insecticide qui est bio, donc c'est bien. Ensuite, pour les trips, moi, avant, j'avais pas de trips. C'est vraiment là, dernièrement, là, que j'ai remarqué les trips dans ma collection. Avant, j'avais jamais expérimenté. Donc là, je ne vais pas vraiment vous donner un conseil que j'ai pas suffisamment testé. Mais en tout cas, pour l'instant, bah, c'était douche que j'ai commencé à faire. Mais bon, là, les Vanda, eux, ils sont en fleurs. Donc, j'ai pas voulu les doucher pour pas gâcher, pour pas abîmer mes fleurs, en fait. Mais j'ai quand même préparé une décoction de cannelle. Je vais vous mettre la recette en commentaire. Mais pour l'instant, franchement, ce qui a vraiment marché là sur les trips, c'est la douche. Hein, parce que la décoction de cannelle, c'est vraiment au contact. Hein. Si la tripe c'est devant vous, vous mettez, vous pulvérisez avec la décoction de cannelle. Ça va tuer la tripe parce que c'est surtout fait à base d'alcool à 70%. Donc forcément de l'alcool à 70% sur un insecte, forcément ça va bien le tuer, mais pour les larves, les choses qui sont un peu cachées dans les interstices, je trouve que la décoction de cannelle, c'est pas très efficace pour le moment parce qu'il y a toujours des trips dans mes fleurs. Voilà. Ça a quand même bien éliminé la population, mais ça n'a pas fait un truc bien puissant, je trouve. Ça n'a pas éradiqué le truc. Je pense que peut-être que si avec la décoction de cannelle ça marche pas, je vais passer à l'imidacopril. Je vais marquer ça aussi en bas parce que certainement que je dis pas bien le mot. Ça c'est un truc aussi c'est une sorte de poison. Vous baignez les racines avec ça et ça rentre dans toute la plante. Et dès qu'un trips va piquer votre plante, elle va mourir parce qu'elle aura bu le poison. Puisque le poison sera vraiment présent dans tout le corps mais de lavanda. Mais là encore, c'est un truc qui est chimique, c'est un truc qui est dangereux, c'est un truc qu'il faut faire attention. Faire attention à là où vous rangez ce genre de produit-là par rapport aux enfants. Et même vous-même, on ne sait jamais si c'est pas cancérigène, on ne sait pas. Il faut bien se protéger avec ce genre de produit-là. Donc, c'est des pesticides, hein, donc faut faire attention à tout ça. C'est pour ça que moi, je préfère toujours commencer par du naturel avant d'aller dans des trucs. Mais bon, moi, j'hésite jamais, hein, s'il le faut, à utiliser des produits plus costauds parce que au bout d'un moment, on a payé cher. Surtout les Vanda, ça coûte pas... c'est pas une orchidée à 8 euros. Hein. Même les moins chers de Vanda que j'ai, c'est au moins 35 euros. Donc... j'ai pas envie de perdre tous mes Vanda à cause de quelques petits insectes, donc j'hésite jamais à utiliser des vrais produits pour traiter mes plantes. Voilà. Donc encore une fois, ma vidéo va durer super longtemps. J'espère quand même que ça vous a plu et que vous avez compris tout ce que j'ai dit. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à corriger des choses que j'aurais dit si c'est pas ça. On est là pour partager, que chacun dans ses expériences, parce que je sais que toutes les personnes qui me regardent sont aussi des personnes qui cultivent. Vous avez aussi vos astuces. Je serais vraiment contente d'apprendre des choses aussi grâce à vous. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Moi aussi, j'aime bien aller jeter vos petites collections, etc. Et vous pouvez aussi voir des photos